Une émission proposée par Hype FM. Nous sommes à la veille du 101e anniversaire du génocide arménien. Comment entamer le 2e siècle de l'après-génocide? Que reste-t-il du centenaire? Où en est la Turquie dans son ouverture et son repli face aux crimes commis? Et puis le Karabakh. L'Azerbaïdjan nous a fait comprendre en ce début de mois d'avril que l'Arménie et l'Arménien sont en danger d'existence. Le Karabakh est au cœur des commémorations revendicatives cette année. Ce quart sur table nous permettra de faire le tour des manifestations en région parisienne et ailleurs en France, surtout dans les régions centre et sud. En studio, notre invité Charles Papazian, président du CDCA, nous parlera de toutes ces évolutions et de la revendication, mais également du dossier, de ce que nous comprenons par revendication désormais aujourd'hui. Bonjour Charles Papazian, merci d'être avec nous pour nous accompagner tout au long de cette émission. Et surtout, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est que s'est-il passé finalement durant cette année centenaire, l'année 2015? Qu'en reste-t-il? Est-ce que nous avons pu, avec une année de distance, si je puis dire, voir analyser les bénéfices moraux, politiques de cette année 2015? Je crois que vous avez raison, il faut absolument rappeler le fait qu'il y a eu tout un parcours extrêmement difficile jusqu'en 2015 avec cette perspective du 100e anniversaire de la commémoration du génocide arménien. Tout le monde était effectivement persuadé qu'on allait peut-être enfin aboutir à obtenir quelque chose de la Turquie. Le côté extrêmement positif de ce centenaire, c'est la véritable mobilisation internationale à tous les niveaux, dans tous les pays, aussi bien dans des pays qui ne connaissaient pas du tout la cause arménienne. Donc il y a eu un formidable élan de solidarité qui s'est manifesté aussi au travers de beaucoup de communication, beaucoup d'interventions, tant sur les médias que sur l'utilisation aussi des réseaux sociaux. Donc le côté positif, bien entendu, c'est cette énorme mobilisation qui, pour certains, pouvait constituer un point d'orgue, un point final à 100 ans de combat, mais qui, bien entendu, n'est qu'une étape, malheureusement, allais-je dire, parce que la Turquie reste toujours obstinément muette et refuse toujours de reconnaître le génocide arménien. Donc pour nous, le combat non seulement ne s'arrête pas, mais il va, bien entendu, s'accélérer et continuer. Avec notamment un nouvel entrant qui était déjà là depuis quelques années, mais qui maintenant devient absolument, malheureusement, préempte aussi la cause arménienne, c'est bien entendu l'Azerbaïdjan, avec la lutte du Karabakh, enfin la lutte de l'Artsakh pour les Arméniens. Alors c'est la raison pour laquelle il faut rester très mobilisé. C'est vrai que l'année 2015 était une très très grande année à travers le monde et surtout en Arménie, parce qu'on se rappelle quand même de la présence de Vladimir Poutine, de François Hollande, cette cérémonie qui a marqué quand même les esprits, marqué aussi les esprits des Turcs quand même, parce qu'ils se sont rendus compte que avec ce qu'ils ont essayé de créer un grandiose événement le 24 avril 2015 en Turquie même. Gallipoli, en fait, qui a été un flop monumental. Tout à fait. Donc, on a marqué les esprits, mais cette année de l'après-centenaire, il faut rester vigilant et mobilisé, et il faut dire aujourd'hui et demain que à Paris par exemple et partout en France, il faut être présent dans les lieux de manifestation à 15h30 devant la statue Komitas pour entamer cette marche de la justice. À Paris et dans toutes les autres villes, puisqu'il y a énormément de manifestations. Alors le côté aussi extrêmement important, c'est que
j'allais dire presque quotidiennement, on a maintenant beaucoup d'organisations qui travaillent tant sur le plan culturel que sur le plan de l'information. Il y a beaucoup de conférences, beaucoup de choses, des livres et une production exceptionnelle de livres, notamment pour cette année 2015, sur tout un tas de sujets, et malheureusement on peut pas tous les rappeler parce que ça demanderait véritablement une émission, ne serait-ce que pour rappeler tous ces événements. Donc il y a une véritable richesse qui s'est mise en œuvre au travers de cette commémoration, et vous avez raison, pour nous tout s'accélère parce que c'est même pas le 101e anniversaire. C'est-à-dire, on est quotidiennement confronté à un certain nombre d'événements. Vous le rappelez tous les jours à l'occasion donc de vos journaux, mais il est bien évident qu'on est sans arrêt interpellé par beaucoup d'événements, notamment sur le plan politique. On y reviendra certainement. Alors, beaucoup d'événements, certes. On voit que même à quelques heures de la grande manifestation de Paris, il y a des événements, des commémorations dans les banlieues parisiennes, par exemple. Absolument. Mais il faut qu'on le dise, qu'on le répète, il faut être présent en masse pour se dire que après le centenaire, nous sommes toujours là, et surtout qu'on a à l'ordre du jour cette question du Rarapar. On l'a vu vendredi à l'hôtel de ville, les deux coprésidents du CCF n'ont parlé que du Rarapar, j'allais dire, tellement cette question du Rarapar est au centre de nos préoccupations. C'est un événement prégnant, puisque, comme vous le savez, il y a eu quand même des événements dramatiques. D'ailleurs, malheureusement, la communauté internationale n'est pas très prolixe, elle n'est pas très vigilante à ce qui se passe au Rarapar, mais les snipers font un travail dévastateur, et c'est pas uniquement ces derniers jours. Ça fait des années que ça dure. Et on est aujourd'hui face à un agresseur azéri que la communauté internationale refuse pour le moment d'appeler comme tel, et on est véritablement dans un processus qui est un processus complexe. Alors, très important aussi à rappeler, je crois que vous l'avez dit, c'est cette présence effectivement aux manifestations, mais la nouvelle donne aussi qui est importante, et vous l'avez dit fort justement, notamment à l'occasion du 100e anniversaire, c'est qu'il y a maintenant la conscience qu'on est sur un enjeu et un travail qui doit être fait au niveau international. Donc oui, la présence au niveau dans les communes, dans les villes est strictement importante, mais on a un nouvel enjeu maintenant qui est la compréhension du fait que nous sommes maintenant engagés sur un champ d'action qui est absolument international. Alors, nous sommes à IPFM, écoutés, suivis dans la région parisienne sur la bande FM, mais on est suivi et écouté partout en France, et je dirais même ailleurs, surtout à Marseille, où une grande communauté se prépare, comme à Paris, comme à Lyon, à commémorer le 101e anniversaire du génocide arménien. Et nos auditeurs, nous le savons, parce qu'ils nous appellent très souvent sur les smartphones, nos applications ou sur Internet, radio-ipfm.com, et nous serons en ligne dans quelques instants. Donc nous attendons quelques petits instants pour être en ligne avec le président du CCF Sud. Donc voilà, il est en ligne avec nous. Il s'agit de Simon Azilazian. Nous attendons que... Donc on va reprendre avec vous, Charles Papazian, en attendant que la communication soit établie... parce qu'aujourd'hui, les personnes que nous allons interroger sont tous dans les rues, dans les voitures, parce qu'il y a des commémorations partout. Oui, absolument. Et ça se passe maintenant, entre 10h et midi. Et il y a une profusion, effectivement, de commémorations. C'est extrêmement positif. Bon, en même temps, c'est vrai que il est important aussi qu'au niveau national, on puisse avoir une grosse visibilité sur la manifestation de demain, parce que c'est une manifestation aussi qui est traditionnellement très importante, mais là encore, il est nécessaire de rappeler que la solidarité aujourd'hui fonctionne bien au-delà de la compassion, de la compassion. On est véritablement aujourd'hui face à une diaspora qui se mobilise, qui arrive à se mobiliser rapidement. On l'a vu, on va en reparler certainement, pour défendre la SAR face à l'agression azérie. Il y a véritablement aujourd'hui une dynamique qui s'est mise en place au niveau de la communauté de la diaspora arménienne. Alors justement, deux mots, même si cela mérite plus, cette jeunesse arménienne qui a été au rendez-vous l'année dernière, qui est au rendez-vous tous les 24 avril. On a vu aussi devant l'ambassade d'Azerbaïdjan l'autre jour. Absolument. On a une jeunesse extraordinaire aujourd'hui. 100 ans après, on peut être fier de ce que nous avons, et on peut être sûr que la relève est prise. D'ailleurs,
faut rappeler qu'il y a la veillée des jeunes également qui va avoir lieu ce soir sur au la place du Panthéon. Panthéon, oui. Au Panthéon. Il va y avoir aussi donc le ravivage de la flamme qui a lieu cette année puisqu'on n'a pas pu le faire comme tous les ans avant la grande manifestation sur Paris, je parle. Donc oui, vous avez raison, il faut absolument rappeler ça. Alors, la jeunesse, j'insiste un petit peu sur la jeunesse car nous allons parler de l'avenir durant cette émission, mais cette jeunesse, elle est plus politisée qu'avant, elle est plus fière de son identité que ce qu'on voyait peut-être dans les 20, 30 dernières années. C'est une jeunesse dont une partie vient d'Arménie, des jeunes peut-être nés ici ou étant nés en Arménie mais qui sont aujourd'hui en France, qui apportent du sang neuf, mais aussi toute la jeunesse arménienne de France, qui contrairement peut-être à certains dont les parents ne participaient pas trop à toutes ces manifestations, on les voit de plus en plus nombreux, ces jeunes. Oui, c'est un bon signe. Maintenant, il est vrai que là aussi, il faut encadrer, il faut apprendre à ces jeunes à travailler de manière effectivement militante, mais pas uniquement sur des événements isolés. Et là, il y a un vrai travail qui est fait. Bon, nous le faisons au sein des différents CDCA, non seulement en France, mais dans le monde entier. Et effectivement, il y a aussi les jeunesses de la FRA, mais il y a aussi d'autres mouvements de jeunes qui existent. Et ça, c'est un point extrêmement positif, parce que plus on est nombreux, plus on va pouvoir effectivement mobiliser rapidement la communauté. Alors justement, cette jeunesse et les moins jeunes également, qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour épouser cette vie de militant, participer, j'allais dire, pas d'un 24 avril à l'autre, mais tout au long de l'année, il y a des gens de compétences et de talents très divers. Comment faire que ces jeunes viennent autour de toutes ces organisations pour professionnaliser aussi cette action? Alors, je crois qu'il ne faut pas opposer la jeunesse d'il y a quelques dizaines d'années et celle qui se manifeste aujourd'hui. Je crois qu'il y a une vraie continuité parce que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est quand même dans la continuité de ce qui s'est fait. Elle n'a pas pu spontanément comme ça se mobiliser, donc il y a eu tout un travail de préparation. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement face à un enjeu qui est un enjeu extrêmement simple. Les jeunes travaillent maintenant exclusivement avec les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un élément absolument nouveau dans l'art et la manière de mobiliser les jeunes. Maintenant, ce qu'on peut appeler politique aujourd'hui, les choses sont relativement claires. Les jeunes se mobilisent face à l'injustice. Ce mot de justice, c'est un mot extrêmement important pour nous. Et il est clair que face à l'agression azérie, face au dénigrement perpétuel de la Turquie, ils sont, j'allais dire, quelque part en train de se mobiliser. Alors, nous avons eu déjà l'occasion de parler avec vous et Harut Mardirossian autour de cette table de ce dossier qui a été préparé par 4 experts à l'initiative de la FRA. Ce qui est important, c'est que pour la première fois, nous avons quelque chose d'écrit, de pensé, d'organisé autour de ce qu'est ou de ce que doit être la revendication arménienne. Évidemment, ça n'est qu'un travail, ça n'est qu'un début pour commencer un gros chantier de réflexion et de mobilisation. Alors, 2 mots sur ce dossier. Que demandent les Arméniens à la Turquie aujourd'hui? Officiellement, pour le moment, nous sommes dans un travail déjà de sensibilisation et de mobilisation, de manière à ce qu'il puisse y avoir des demandes effectives face à la Turquie. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande une chose extrêmement simple, c'est que la Turquie reconnaisse le génocide et en assume les conséquences. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement obtenir une déclaration un jour de quelqu'un. Ça sera malheureusement, vraisemblablement pas le président Erdogan, parce qu'on voit bien qu'il est absolument obtus à ce genre de démarche. Mais quel que soit son successeur ou quelle que soit l'évolution de ce qui se passe au sein de la Turquie, et on va vraisemblablement en parler, il est important de mobiliser la société civile turque, de lui faire comprendre, et je crois qu'elle commence à le comprendre, qu'il y a eu un événement extrêmement grave, un génocide vis-à-vis des Arméniens qui vivaient en Turquie, et que ceci est un préjudice non seulement éthique, moral, mais c'est un préjudice économique. Donc il va falloir effectivement travailler sur le volet de la restitution, du dédommagement, parce que clairement on ne massacre pas impunément un peuple, et c'est même pas un massacre de guerre, c'est une volonté d'annihiler, j'allais dire, un peuple. Ceci a un coût.
Ceci nous a énormément coûté en vie humaine et aujourd'hui, les Arméniens ont été expulsés de la terre sur laquelle ils vivaient. Donc oui, il va y avoir un travail de fond à réaliser sur les 10 années ou les 20 années qui viennent. C'est pas un travail qui va se faire en 2 ans. Alors, pour résumer le contenu de cette réflexion, qu'est-ce qu'on demande clairement? Parce qu'il y a une différence très claire entre des demandes matérielles, des demandes territoriales, des compensations par rapport aux pertes humaines et autres, ce qu'on appelle les revendications matérielles et immatérielles. Absolument. Aujourd'hui, clairement, le premier pas qui a été fait, je crois qu'on l'a déjà rappelé, c'est Alam Ier, donc qui a effectivement lui demandé clairement qu'on restitue le Catholicosa de 6. Et puis il y a tout un travail qui a été fait aussi, entre autres par le collectif 2015, qui lui a fait l'inventaire de tous les biens, de tous les biens donc nationaux entre guillemets donc de l'Église. Mais ça, ce n'est qu'une partie. Donc tout le travail qui doit être fait maintenant, c'est de faire comprendre que il faut absolument qu'il y ait un dialogue, mais un dialogue sur la base de la reconnaissance du génocide. C'est le préambule nécessaire pour pouvoir démarrer ce travail. C'est-à-dire qu'il faut avoir aussi, on peut pas faire un travail uniquement dans notre coin en disant voilà ce que demande la partie arménienne, parce que de facto, il va falloir qu'il y ait des échanges, et c'est l'innovation de cette démarche, c'est de dire il faut rentrer dans un processus où il y ait effectivement des représentants turcs qui travaillent et qui effectivement commencent à mettre en place. Alors c'est pas un problème d'être d'accord ou de pas être d'accord, c'est tout simplement de commencer ce processus, et c'est ça le travail de ces 4 experts qui a été de dire il faut démarrer sur une base éthique, il faut absolument aider, il ne s'agit pas d'humilier les Turcs, il ne s'agit pas de créer des situations de conflit, il s'agit tout simplement d'observer les choses de la manière la plus rationnelle possible, en ayant quand même un préalable. Le préalable, c'est quand même la reconnaissance qu'il y a eu un génocide et qu'il y a eu des conséquences extrêmement graves, que ce soit matérielles, éthiques, morales. Et ça, bien entendu, il y a des biens physiques et aussi il y a tous les biens immatériels dont vous avez rapidement évoqué. Donc pour tout cela, il faudra avoir surtout des interlocuteurs valables, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ça va se faire à plus... Non, et bien évidemment. Malheureusement, aujourd'hui, la partie turque n'est pas encore définitivement prête à faire ce travail-là. Mais on compte beaucoup sur la société civile turque, on en reparlera. Alors, Simon Azilazian, président du CCAF Sud, est avec nous par téléphone. Monsieur Azilazian, bonjour. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Rai. Merci d'être avec nous. Alors, très rapidement, on sait que tout le monde est pressé aujourd'hui parce que c'est la mobilisation sur le terrain. On veut informer nos auditeurs, pourquoi pas en région parisienne également, mais surtout ceux qui nous suivent à Marseille et dans la région sud, de ce qui se prépare aujourd'hui et demain à l'occasion du 101e anniversaire du génocide arménien. Alors, ce qui se prépare, ce sont des manifestations un peu partout, dans toutes les villes, à la fois à Marseille et la périphérie de Marseille. Quand je parle de la périphérie, on va loin, puisque vous savez que le CCAF Sud est responsable de tout le sud de la France, donc ça va de Bordeaux jusqu'à Nice, en passant par Perpignan, Toulouse et autres. Donc il y a toute une série de manifestations qui se déroulent aujourd'hui, qui se déroulent demain, et même pour certaines lundi, pour pouvoir faciliter la mobilisation et le regroupement, notamment des villes périphériques à Marseille. Certaines municipalités ou certaines associations communautaires ont décidé de commémorer lundi, et donc sur Marseille, ça se passe entre aujourd'hui et lundi. Quel est le grand événement? Oui, de grands événements, de grands rassemblements, des manifestations co-organisées la plupart du temps avec les collectivités locales, notamment les mairies, qui font de gros efforts, qui procèdent à des dévoilements de kakémonos, c'est-à-dire de banderoles sur la façade de leur mairie, qui mettent à disposition leurs forces d'organisation pour soutenir et suppléer les forces communautaires. Donc il y a vraiment un travail en profondeur qui est fait au niveau des... Qu'en est-il, Simon Azilazian, de l'événement central de ce 24 avril à Marseille, ou j'allais dire dans la région sud, mais ça se passe à Marseille? Alors, essentiellement, il y a deux grands événements. Aujourd'hui même, à partir de 14h, une exposition sous l'ombrière du Vieux-Port.
donc en plein cœur de Marseille. Une exposition de 15 photos de l'époque, donc de 1915, avec dans lesquelles on relate les massacres qui est mis à notre disposition par l'association Aram. Puis une marche au flambeau à 20h, un rassemblement toujours sous l'ombrière pour aller vers la mairie, et arrivé à la mairie, un moment de recueillement et de spiritualité, suivi d'un concert, un concert de 21h grosso modo jusqu'à 23h, auquel participent 4 artistes majeurs, Agop, Nefché, Jo Corbeau et Lévon. Voilà, tout ça va se passer en plein air. Donc on croise les doigts pour qu'il fasse beau, qu'il n'y ait pas trop de mauvais temps. Et qu'en est-il de la présence des politiques et des personnalités à ces manifestations? Alors, là aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler une manifestation populaire. C'est un appel à la citoyenneté et une manière d'interpeller la conscience des gens qui sont dans le centre-ville et qui sont pas forcément au fait de cette problématique-là. Par contre, demain, à l'occasion des manifestations officielles, effectivement, il y aura mobilisation de la classe politique pour soutenir et appeler d'une part à manifester et réclamer ce que nous devons réclamer, à savoir les thèmes centraux de notre manifestation seront la paix et le respect des frontières au Karabakh, la reconnaissance bien entendu par la Turquie du génocide des Arméniens que aujourd'hui il est nié avec férocité, et puis non à cette Turquie-là dans l'Europe, parce que avec l'acceptation de la langue turque comme langue officielle européenne, le chemin vers l'intégration de la Turquie dans l'Europe est bien avancé, et il faut que nous éveillons les consciences pour dire que cette Turquie-là, avec sa manière d'être, avec sa façon de bâillonner la presse et les médias, avec sa façon de réprimer les minorités, avec sa façon de coopérer et de fomenter des sales coups avec Daesh et toute cette clique-là, cette Turquie-là n'a pas sa place en Europe, et nous devons nous y opposer avec force, vigueur et détermination. Simon Azilazian, à Marseille, les Arméniens représentent à peu près, grosso modo, 10% de la population. Est-ce qu'il y a encore des Marseillais qui connaissent pas l'histoire du génocide et des Arméniens? Quoi qu'il en soit, je dirais, et après je reviendrai sur le programme parce qu'on n'a pas tout dit, nous avons en permanence un travail pédagogique à effectuer, un travail pédagogique au niveau des écoles, au niveau des facultés, au niveau des hommes politiques qui sont souvent dans la désinformation. N'oublions pas que en face de nous, on a notamment 2 États qui sont puissants, qui sont riches, qui ont des moyens colossaux et qui défendent déjà tout le travail que nous faisons en permanence, et qui font un travail de désinformation et de falsification de l'histoire, et qui amènent certains, malheureusement, dans notre République, à soutenir la négation, le négationnisme et toutes ces manipulations auxquelles se livrent ces 2 États. Donc on a bien entendu que la plupart des gens connaissent les Arméniens, ont eu écho de ce qui s'est passé, mais il y a aussi régulièrement le doute qui s'installe sur la véracité de nos propos, sur la justesse de notre analyse, sur le fait que les Turcs, parce qu'ils ont aussi des moyens alléchants d'attirer les gens avec le tourisme, avec voilà toutes ces choses-là, l'Institut du Bosphore, la Fondation Aliyev, etc., etc. Tous ces mécanismes et tous ces outils qui sont des entreprises de séduction, ni plus ni moins. Et les gens qui sont dans la rue, comme les hommes politiques, sont séduits et se laissent tenter par le doute. Donc nous avons un travail pédagogique à faire en permanence. Alors, sur les événements... oui. Si vous pouvez nous en citer quelques-uns, les plus remarquables, les plus importants, très rapidement.
les hommes politiques, très rapidement, qui sont des acteurs majeurs, sont essentiellement Valérie Boyer, qui est députée maire du 11-12 sur Marseille, c'est Guy Tessier, c'est Roland Blum, c'est Richard Maillet, c'est Christophe Masse, c'est Jean-Noël Guérini, c'est voilà, bon, je peux pas tous vous les citer parce que quasiment Michel Amiel, chez qui je vais aujourd'hui, là, au Plein de Mirabeau, Monsieur Molino à Septem, à Avignon, partout, Madame Joassin sur Aix, partout dans toutes les communes, on a la chance d'avoir mené un travail en profondeur depuis des années et la plupart des communes de la région sont acquises à notre cause. Alors, merci Simon Azilazian. Nous allons essayer de faire aussi le tour. Nous n'avons pas d'autres intervenants pour l'instant. Alors très rapidement, puisque vous avez 2 minutes, les différentes manifestations, mais très rapidement, juste pour nos auditeurs qui sont en région marseillaise, de savoir où ils peuvent aller aujourd'hui ou demain. Les rendez-vous à ne pas rater. Les rendez-vous à ne pas rater sont aujourd'hui 14h30 sous l'ombrière du Vieux-Port. Ce soir à 20h30 sous l'ombrière du Vieux-Port pour la marche et 21h pour le concert. Demain matin, 24 avril, à 9h à l'église de Beaumont. À 12h au rassemblement au mémorial du génocide avenue du 24 avril. Et à 16h30 à la place Castellane pour une marche vers le consulat de Turquie qui se terminera à l'église du Prado, à la cathédrale arménienne de Marseille, par une messe de requiem et l'extinction de la flamme à la mémoire des martyrs. Voilà, en gros, très rapidement, ce que les rendez-vous que je peux vous donner. Merci Simon Azilazian et nous vous souhaitons une bonne mobilisation pendant ces 2-3 jours de commémoration dans la région sud. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Charles Papazian, donc voilà, partout on essaie de se mobiliser. Nous allons voir aussi avec la région lyonnaise, mais ce qui est aussi très intéressant aujourd'hui, c'est que dans certaines villes, en Bretagne et partout en France, on voit l'émergence de petites communautés. Alors pour certaines d'entre elles, plutôt des communautés de gens issus de l'Arménie récemment arrivés en France, mais c'est très intéressant de voir ce tissu qui s'élargit en France et dont on n'a pas forcément toujours, avec lequel on n'a pas toujours les contacts qu'on devrait avoir. Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'on a du mal à suivre ces phénomènes migratoires où on a des gens qui arrivent. On va pas parler des problèmes qui fâchent, mais on a beaucoup d'Arméniens effectivement qui se sont installés non seulement d'ailleurs en France, mais dans beaucoup de pays où il n'y avait pas du tout de communauté. La plus ancienne ou la plus récente, c'est l'Espagne, où il n'y avait quasiment pas d'Arméniens et on a maintenant à peu près 50 000 personnes. Donc oui, c'est un phénomène qui est intéressant et c'est un vrai maillage au sein du territoire et on va en avoir besoin. On va en avoir besoin. Je voudrais quand même relever 1 ou 2 points. D'accord. Je voudrais relever 1 ou 2 points, mais on y reviendra peut-être parce que je crois que vous avez aussi des intervenants qui tout à fait bien, allez-y. Je crois qu'il y a 2 points sur lesquels il faudra revenir au cours de cette matinée. C'est le fait de contrecarrer cette propagande dont a parlé Simon Azilazian, et moi je suis pas d'accord sur le fait de dire il y a un constat, ils sont plus forts que nous et ils ont des moyens colossaux financiers. Ça c'est parfaitement discutable et parfaitement à travailler. Alors nous allons interroger Rafik Krikorian qui est le président du CCAF Centre. Rafik Krikorian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, rapidement, oui. D'abord, toutes les manifestations dans votre région, et puis on commencera par l'événement majeur de ces commémorations à Lyon. Oui. Alors, très vite, parce que là, effectivement, à 11h, on démarre déjà avec une première commémoration à mes yeux. Donc, je vous remercie de m'avoir pris tout de suite. Donc, je ne vais pas vous parler de toutes nos commémorations, puisqu'on en a plus de 40. Que nous avons coordonné donc pour la région Centre-France. Essentiellement donc aujourd'hui par exemple nous démarrons avec Meyzieux, ville du sénateur-maire Michel Forissier.
Michel Forissier, qui est aussi un des 20 parrains de la commémoration régionale qui aura lieu demain à Lyon, au mémorial lyonnais du génocide des Arméniens. Michel Forissier, qui a été aussi un des premiers signataires de la tribune, a appelé à la paix et à la justice au Karabakh. Vous avez pu le lire dans le journal Libération. Alors, c'est Valtan que j'ai au bout du fil. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, les manifestations aujourd'hui, par exemple, le 23, donc ici à Meyzieu, dès 11h aussi, il y a une journée d'information citoyenne de la jeunesse arménienne place Bellecour, qui est la place centrale de la ville de Lyon. Oui. Elle se terminera donc à 20h avec un rassemblement et une marche au flambeau jusqu'au consulat général de Turquie, où nous attendons nombreux à 21h. En même temps, par exemple à Dessines, aujourd'hui toute la journée, à l'initiative de la Croix-Bleue des Arméniens de France, vous avez l'événement Arménie vivante avec conférences, colloques, enfin différentes manifestations. Il y a par exemple aussi le club de foot UGA Lyon-Dessines qui, avant son match de ce soir, donc va aller se recueillir au Centre national de la mémoire arménienne, et il y aura une visite guidée, justement une visite de sensibilisation de l'exposition du mémorial de la Shoah qui traite du génocide des Arméniens, parce que ces joueurs, le staff technique, les dirigeants doivent savoir pour qui ils jouent. Voilà, c'est un club qui a plus de 90 ans, qui a été créé par les rescapés orphelins du génocide de 1915. Et demain, donc on va parler de la journée de demain. Bien sûr. La commémoration régionale, parce que rapidement demain, c'est vrai que vous avez des manifestations à Bourg-les-Valence, à Crémieux, à Charlieu, à Clermont-Ferrand, à Dessines, à Grenoble, à Saint-Martin-d'Air, si on reste là-bas, à Montélimar, à Romans, à Saint-Chamond, Saint-Étienne, enfin Valence évidemment, Vaux-en-Velin, Vienne, Villeurbanne. Enfin, voilà, donc il y a pléthore de commémorations, et je remercie toutes nos associations et les municipalités, les collectivités locales qui nous ont toujours soutenus pour commémorer le génocide des Arméniens. Alors il faut donc, quand demain, même... Oui, allez-y pour demain, oui. Voilà, donc pour demain, le programme de la journée, je vais quand même citer la présidence d'honneur conjointe donc de Gérard Collomb, qui est le sénateur-maire de Lyon et président de métropole, et de Laurent Wauquiez, président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Mais à ceci s'associe évidemment le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Brett. Il y a Philippe Cochet, député maire de Caluire. Il y a Gaël Perdriau, le président de métropole, maire de Saint-Étienne. Il y a Éric Piolle, le maire de Grenoble. Il y a Nicolas Dragon, le maire de Valence. Il y a Franck Régnier, le maire de Montélimar. Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand. Marlène Mourier, maire de Bourg-les-Valence. Michel Forissier, évidemment, sénateur-maire de Meyzieu. Pierre Dusurget, le maire de Vaux-en-Velin. Jean-Pierre Longueval, le maire de Bron. Laurence Fautra, maire de Dessines. Gilles Gascon, maire de Saint-Étienne. Hervé Reynaud, maire de Saint-Chamond. David Kéros, maire de Saint-Martin-d'Air. Thierry Kovacs, maire de Vienne. Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Isère. Moïse Bressan, le député maire de Crémieux. Enfin voilà, pour vous dire que cette journée de commémoration régionale et républicaine donc est soutenue unanimement par nos élus et nos collectivités locales et territoriales. Alors le donc, programme commence à 15h pour vous. Nous démarrons à 15h avec l'office religieux qui est organisé par les 3 églises arméniennes, apostoliques, catholiques et évangéliques. Ensuite, donc, à l'issue, nous nous rassemblons devant l'église arménienne pour préparer les cortèges de la marche pour la justice. Donc, les élus et les personnalités aussi feront partie de la marche pour la justice, bien évidemment. Nous arriverons sur le coup des 17h30 au mémorial du génocide des Arméniens. Nous fêterons les 10 ans du mémorial lyonnais du génocide des Arméniens. D'ailleurs, rappelons quand même que ce mémorial a été tagué à plusieurs reprises par, on le pense, par des Turcs pour exprimer leur négation du génocide. Alors, avant même d'en arriver même au tag, je vous rappellerai qu'en 2006, un mois avant, donc en mars 2006,
nous avons eu pour la première fois en France la déferlante internationale de violence des loups gris, arrivés d'Allemagne, de Belgique, de Hollande, etc. C'était des milliers de loups gris qui avaient déferlé en plein centre-ville. Il y avait eu de la casse, il y avait eu de la violence. Ça, ils savent exporter leur violence. Ça, il n'y a pas de souci. Et c'est la première fois. Et d'ailleurs, c'est à l'issue de ça que l'initiative de pénaliser la négation du génocide a été lancée. Donc, et ça, je tiens à souligner le courage du sénateur maire de Lyon et de l'association du mémorial du génocide lyonnais, qui a tenu bon pour la construction de ce mémorial en plein centre-ville. Alors effectivement, les tags, là, il y a encore eu, il y a quelques jours, il y a eu des tags, mais bon, la ville de Lyon a fait le nécessaire. A fait le nécessaire. Donc, à l'issue de la marche pour la justice, nous nous retrouvons donc devant le mémorial, place Antonin-Poncet, pour le dépôt des gerbes par les personnalités. Et ensuite, donc, démarreront les allocutions des représentants du CISAF. Alors, il faut être très massivement présent durant toutes ces commémorations à Lyon, à Marseille, on l'a dit tout à l'heure, à Lyon aussi, parce qu'il faut montrer qu'après le centenaire, nous sommes toujours là, mobilisés, et surtout que cette année-là, il y a la question du Ralapar qui nous préoccupe plus que tout temps, et il faut être mobilisé. Rappelé. Absolument, parce que c'était cette politique de panturquisme qui continue. Ça n'est pas des faits isolés. C'est une action qui a démarré sous les différents sultans de l'Empire ottoman successifs, qui a été continuée par les jeunes Turcs, avec ce point culminant du 24 avril, la rafle de nos élites qui a déclenché le génocide des Arméniens, et qui a continué avec cette république turque qui, elle, après avoir exterminé physiquement les Arméniens, élimine toute trace du patrimoine arménien, de toute la civilisation arménienne. Et nous continuons effectivement sur la frontière orientale du Yelgiv, le Karabakh, ces actions, les forces armées azerbaïdjanaises, soutenues comme d'ailleurs pendant la première guerre du Karabakh dans les années 90, par l'international islamiste. Vous retrouvez exactement les mêmes schémas. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La première fois que nous avons entendu parler d'Al-Qaïda, c'était pendant la guerre du Karabakh, 10 ans avant l'explosion des 2 tours à New York. Voilà. Donc, merci. Les Arméniens... Allez. Merci Rafi Krikorian. Je sais que la mobilisation. Merci Vartan. Merci et bonne mobilisation à vous tous, parce qu'il est très important qu'on soit partout mobilisés, présents, cette jeunesse qu'elle soit au rendez-vous, les jeunes et les moins jeunes évidemment. Charles Papazian, donc il est très important aussi de rappeler quand même des réalisations, cette lutte, la lutte de votre génération et ceux qui étaient même avant vous, de pouvoir gagner à l'ONU en 85, de pouvoir gagner au Parlement européen en 87. Oui. Tout ce processus en France, la loi évidemment, et pourquoi pas en 2012, le projet de loi contre le négationnisme du génocide arménien, et aujourd'hui, évidemment, on arrive au stade des demandes de réparation. Mais quand même, rappelons surtout aux plus jeunes le travail qui a été mené pour qu'ils comprennent ce qui reste à faire. Oui, mais je crois que déjà Rafi Krikorian là vient de faire un rappel assez rapide de ce que nous avons malheureusement en face de nous. Donc cette mobilisation, comme vous le dites, qui a été quand même une mobilisation politique sur plusieurs décennies, cette mobilisation-là va continuer. Ça, je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. Je ne suis pas, moi, pour, pardon de le dire un peu directement, pour essayer de faire, entre guillemets, donner des leçons de ce qui s'est passé, on a été bon, on a fait des tas de choses. J'allais dire, aujourd'hui, nous sommes en 2016, il nous faut regarder en avant. Et moi, ce que je dirais à la jeunesse, c'est que, appuyez-vous sur le travail qui a été fait, peut-être pas suffisamment bien, peut-être un peu déstructuré à l'époque, mais aujourd'hui, il faut qu'on passe véritablement à la vitesse supérieure. Ça, c'est le vrai message. Il faut non seulement remobiliser, mais continuer à mobiliser, et ça, c'est un événement c'est un discours qui doit être entendu, mais pas se mobiliser n'importe comment. Et là aussi, il y a une propension aujourd'hui à avoir des tas de micro-organisations qui se créent tous les jours,
certains croyant réinventer la cause arménienne. Et là, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant. C'est que on a déjà des organisations, comme vous venez de le rappeler, qui travaillent depuis des décennies. Le CDC a été créé en 1965 sous l'impulsion de la FRA Taştaksutyun. On est présent dans le monde entier. Il y a aussi d'autres grandes organisations qui sont présentes. Mais clairement, il ne faut pas réinventer aujourd'hui en disant ce qui a été fait dans le passé, c'est le passé. Mais il faut aussi s'appuyer sur les structures qui existent. On a eu du mal à mettre en place un CCAF en France. Ça a pris 10 ans. Et là aussi, il faut le rappeler, c'est-à-dire c'est un acquis communautaire qui aujourd'hui doit, avec ses points forts et ses points faibles, parce qu'il y a aussi des points faibles, il faut quand même continuer à utiliser le CCAF. On voit bien la valeur ajoutée que ça apporte. Alors, nous sommes en ligne avec Hervé Marseille, sénateur maire de Meudon. Monsieur Marseille, bonjour. Oui, bonjour. Vous étiez avec nous il y a quelques jours durant une autre émission pour parler de cette catastrophe qui a touché le Ralapar, cette agression de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, on est à la veille du 24 avril et dans toutes les villes de France, dans beaucoup de villes de la région parisienne, ce génocide arménien est commémoré. Votre sentiment et ce que Meudon fait pour les commémorations du génocide arménien. Merci de me donner la parole d'abord. Je salue tous les auditeurs et tous les amis arméniens qui nous écoutent parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une journée particulière dans beaucoup de villes et singulièrement à Meudon, mais aussi dans les villes voisines, à Clamart, à Issy-les-Moulineaux. On va commémorer la date anniversaire du génocide, ce 24 avril de triste mémoire, de triste réputation, mais qu'il faut chaque année marteler parce que les générations passent et il faut que les jeunes, les nouvelles générations sachent ce qui s'est passé. L'histoire, c'est pas seulement ce qu'on lit dans les livres, c'est pas seulement ce qu'on en dit, parce que ce qu'on en dit justement évolue, ça change, on le nie. Le temps passe et il faut marteler chaque année pour dire ce qu'il en a été, dire qu'il y a un peuple qui a été martyrisé, qu'on a voulu annihiler, qu'on a voulu détruire, qu'on a voulu faire disparaître. Et il est important que chaque année, dans les communes, on puisse se retrouver ensemble pour marquer cette date anniversaire et transmettre la mémoire. Et dire ce qui s'est passé ce mois d'avril 1915, parce que c'est un génocide. Il faut dire aux jeunes ce que c'est qu'un génocide, c'est-à-dire le meurtre d'un peuple. On a voulu tuer un peuple. Et ceux qui ont fait ça, aujourd'hui, leurs descendants ne veulent pas le reconnaître. L'État turc continue de nier ce qui s'est passé. Le peuple allemand a reconnu ce qui s'est passé pendant la Shoah. D'autres peuples ont reconnu les méfaits dont ils ont été les auteurs il y a quelques décennies ou quelques siècles. Malheureusement, aujourd'hui en Turquie, il y a des gens qui continuent de nier ce qui s'est passé en 1915. Donc il est d'autant plus nécessaire au moment où les Azéris, perpétuent par d'autres moyens également la négation de l'Arménie, de son peuple, de son territoire. Il est important qu'on puisse marquer l'histoire et puis se réunir parce que cette valeur symbolique, elle n'est pas seulement, historique, elle a une valeur de symbole et il faut transmettre la mémoire. Alors, vous avez vu que le Ralapar est au cœur de nos préoccupations cette année. Qu'est-ce qui se passe selon vous? L'histoire se répète. On voit le petit frère de la Turquie qui commet les mêmes agressions. Et s'il en a l'occasion, peut-être, et ça s'est déjà produit, peut-être des massacres demain. Que fait-il pour protéger ce peuple? Non pas parler que de l'histoire, parce qu'il est dans la souffrance, il est dans un besoin de marquer son existence sur cette terre, et que il est entouré par deux voisins, pour le moins assez agressifs à son égard. Écoutez, je pense, je l'ai dit sur votre antenne l'autre jour, je pense que l'Azerbaïdjan profite d'une période un peu ambiguë, un peu trouble, où l'actualité, permet d'agir de façon un peu discrète, parce que c'est plus facile d'évoquer la mort de
du chanteur Prince, c'est plus facile d'évoquer toutes sortes de choses que de parler de ce qui se passe là-bas dans ce petit coin de terre. Et je pense que l'Azerbaïdjan profite de cette période médiatique pour, j'allais dire, agir en toute impunité. Et moi, je suis très triste que l'Europe ne prenne pas de mesures. Moi, je suis un Européen convaincu. J'avais placé de grands espoirs dans cette construction qui était l'Europe, qui avait apporté la paix à l'Europe. Et malheureusement, aujourd'hui, je vois que l'Azerbaïdjan peut agir en toute impunité et l'Europe reste muette. Il faut que la France intervienne davantage dans cette situation et pour marquer un peu la défense du peuple arménien, parce que on peut pas recommencer l'histoire. On dit souvent que l'histoire bégaye. Eh bien, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est dramatique et il faut qu'on puisse intervenir les uns et les autres. J'espère que ce week-end où il va y avoir beaucoup de commémorations, où beaucoup de gens vont être autour des monuments aux morts, avec les élus, les parlementaires, les représentants de l'État, eh bien, il faut qu'on puisse marquer les choses et dire qu'il se passe à nouveau là-bas, en Arménie, des choses qu'on ne peut pas accepter. Alors chez vous à Meudon, c'est tout à l'heure, dans une demi-heure, le rassemblement place centrale? Voilà, à Meudon-la-Forêt, avec tous nos amis arméniens, tous les élus qui seront présents, moi bien sûr en tête, et puis mes amis d'ici les Moulineaux, de Clamart, qui seront présents, avec Arthur Kandjian, qui est élu d'ici les Moulineaux. D'ici les Moulineaux, avec mon ami André Santini, et puis demain on sera ici les Moulineaux, bien sûr, comme on le fait chaque année. Merci Hervé Marseille, merci pour votre implication, votre mobilisation. Nous sommes en ligne avec Marlène Mourier, maire de Bourg-les-Valences. Madame Mourier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on l'a vu et on n'a pas trop compris. Comment se fait-il qu'un huissier arrive à la mairie de Bourg-les-Valences pour vous dire ce que vous avez le droit de faire ou ne pas faire en France, des relations avec un autre peuple, on vous en interdit? Bien oui, j'ai eu la surprise jeudi après-midi d'avoir un huissier qui vient me délivrer une sommation de la part de l'État d'Azerbaïdjan voulant m'interdire d'entretenir des relations avec la ville de Chouchi dans le Haut-Karabakh, avec laquelle j'ai signé une charte d'amitié le 6 octobre 2014. Voilà, donc c'est pas la première fois que l'État d'Azerbaïdjan me fait des menaces, puisque je me suis rendue par 2 fois dans le Haut-Karabakh, et par 2 fois, et via les médias, l'État d'Azerbaïdjan me sommait de ne plus être en relation avec la ville de Chouchi, me disant que je faisais partie d'une liste noire. Par quel biais on vous suggère ou on vous fait comprendre que vous êtes entre guillemets dans l'erreur? Voilà, tout à fait, toujours par voie de presse. Toujours des articles de presse, notamment à mon retour en France, en disant qu'ils avaient bien vu ma présence dans le Haut-Karabakh et que j'étais sur la liste noire. Donc ça a été une première fois en 2014. 2015, cela ne m'a pas empêché de retourner dans le Haut-Karabakh pour le Festival de la francophonie. Identiquement, que ce soit sur place ou à mon retour en France, de nouveau, il me pointe du doigt. Mais là, les méthodes ont changé. Les méthodes ont changé, puisqu'il y a quelque temps, il m'a envoyé un courrier pour m'avertir qu'effectivement, il fallait que je cesse tout ça et que je risquais peut-être d'avoir une sommation. Alors, qui est-ce qui vous a envoyé une lettre? Est-ce que c'est l'ambassade d'Azerbaïdjan en France? Voilà, alors exactement, je l'ai sous les yeux, c'est l'État d'Azerbaïdjan, représenté par son Excellence Elchin Amirbayov, ambassadeur de l'Azerbaïdjan en France, c'est une requête qui vient de lui via un huissier de Valence. Alors, sur le plan du droit,
Est-ce que est-ce la première fois qu'une mairie ou qu'une région reçoit une sommation de telle sorte dans le cadre de coopération avec d'autres peuples? C'est vrai que le Rarapar n'est pas un pays reconnu, on comprend la nuance, mais interdire à quelqu'un d'avoir une relation d'amitié avec une collectivité, un territoire ou un peuple ou des gens, c'est quand même une aberration. Absolument, absolument. Alors parce que j'échange beaucoup avec le représentant en France du Haut-Karabakh, Ovanes Kevorkian, qui me disait qu'il y avait eu peut-être un cas similaire en Suisse, mais que tout cela nous allons le vérifier. Alors peut-être suis-je une des premières à recevoir ce type de sommation. En tout cas, moi je récuse l'interprétation juridique que l'État azéri fait sur le droit français, qui est un pays des droits de l'homme, parce que la France n'interdit pas à ces collectivités de développer des relations culturelles, des relations que nous avons beaucoup entamées avec. Surtout que le Parlement européen a voté une résolution l'an dernier incitant l'Europe à entamer des relations d'amitié avec le peuple du Rarapar, évidemment pas avec l'État du Rarapar, mais avec la société civile, et c'est ce que vous êtes en quelque sorte en train de faire, apporter un soutien aussi moral à cette population. Oui, absolument, et pour y être rendu par 2 fois, on voit bien que ce territoire ne fait pas partie de l'Azerbaïdjan. Voilà, et qu'il appartient à l'Arménie de par son patrimoine historique, culturel qui est très riche. On voit des églises qui datent de nombreux siècles. Le monastère de Gandzazar qui date du XIIIe siècle, la cité de Tingradket, je parle très mal encore l'arménien, qui date de 50 ans avant Jésus-Christ, et puis ce monument symbolique du Haut-Karabakh, nous sommes nos montagnes, et on voit bien que il montre bien l'enracinement des Arméniens sur ce territoire. Donc moi je suis convaincue, il n'y a pas de doute, et je considère qu'il y a une injustice lorsque l'Azerbaïdjan veut se l'approprier. Voilà pourquoi je ne capitule pas devant cette intimidation, parce que c'est un acte d'intimidation qui est aberrant et au contraire qui consolide ma détermination. Alors vous avez quand même le soutien d'autres responsables politiques, maires ou d'autres, présidents de collectivités locales, comme Patrick Labonne ou encore d'autres qui vous soutiennent quand même, et vous vous dites face à cet état de fait, je serai encore plus obstiné à poursuivre ma collaboration. C'est ce que vous dites dans votre communiqué de cette semaine. Bien sûr. Un énorme soutien, et ce qui fait chaud au cœur surtout, c'est que ce n'est pas simplement la diaspora, c'est pas simplement les associations arméniennes, ce sont bien sûr les politiques, vous l'avez cité, entre autres Patrick Labonne, qui est très engagé, député et président du conseil départemental, qui lui aussi a signé une charte d'amitié avec le Haut-Karabakh, mais c'est aussi toute une population. Voilà, toute une population. Aujourd'hui, je ne fais pas un pas dans la rue sans que mes administrés de Bourg-les-Valence et au-delà me disent il faut faire face à l'Azerbaïdjan, ce n'est pas normal. Donc pour le coup, beaucoup là, ne vous ne savaient parlez pas des Arméniens. Je ne parle pas des Arméniens, c'est la population en règle générale qui pour le coup ne s'est jamais vraiment intéressée à l'histoire du peuple karabayote et du Haut-Karabakh. Et là j'ai plein de questions où je dois expliquer la raison pour laquelle je me bats, et ils sont à mes côtés. Voilà, et ce n'est pas simplement la communauté arménienne. On vous remerciera tout simplement, Marlène Mourier, d'abord pour votre engagement aux côtés du Rarapar, et nous sommes à vos côtés dans ce combat pour la justice et le rapprochement des peuples. Merci beaucoup. C'est bien normal. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Au revoir. Alors, Charles Papazian, ça fait chaud au cœur de voir des gens aussi mobilisés. Écoutez, il n'y a pas que elle. C'est remarquable. Voilà. Moi, j'ai pas voulu intervenir, mais ça me brûlait les lèvres. C'est-à-dire que le travail que font ces élus, je pense qu'il faut aussi rappeler que d'autres élus, et pas des moindres, Bruno Leroux, qui est quand même le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, s'est déplacé. Il nous avait même dit à l'Assemblée nationale, je suis déjà sur la liste noire, mais ça ne m'empêchera pas d'y retourner. Et il est retourné, et ça, accompagné notamment d'autres députés. Donc,
il est très important. Sans oublier, pardon de vous couper, quand même le cercle d'amitié France-Ralapar, présidé par François Rochepointe. François Rochepointe, qui aujourd'hui, lui aussi, est mis sur la sellette par l'Azerbaïdjan. René Rouquet, bien entendu. Plein de gens qu'on va pas citer, mais voilà, ils sont à peu près une cinquantaine membres de cette Et j'espère que ça va être multiplié par 10, parce que ce qu'a rappelé Madame Mourier, ce qui est fondamental, ce qu'il faut rappeler en permanence, c'est que les terres n'appartiennent pas à l'Azerbaïdjan. C'est pas un territoire azerbaïdjanais, tout le monde le sait, tout le monde fait semblant de l'ignorer, les Azéris les premiers, parce qu'on sait très bien le jeu qui a été fait au moment de l'Union soviétique de donner arbitrairement ces terres aux Azéris. Bon, on va pas revenir, mais il faut pas non plus oublier et le rappeler que quand elle dit on voit des églises, mais les Azéris ne reculent pas sur la destruction. Souvenez-vous, au Nakhichevan, qui était quand même aussi une terre arménienne, la démolition des cimetières et des tombes de Djoulfa. Donc là aussi, c'était des tombes millénaires. Et eux n'hésitent absolument pas à dégrader, comme ont fait d'ailleurs les talibans, en Afghanistan pour démolir les fameux Bouddhas. Et récemment en Syrie pour Palmyre. Pour Palmyre, oui, absolument. Donc on voit bien ici quelle est la duplicité malheureusement des Azéris. Alors ce sont des raisons supplémentaires quand on entend la maire de Bourg-les-Valences parler de cette détermination et de cette injustice qui frappe aujourd'hui les Rarapartis. Raison supplémentaire pour être présent à toutes ces commémorations. Je dois rappeler quand même que pour les jeunes, ce soir, samedi 23 avril à 17h30, c'est la veillée commémorative place du Panthéon. Ce soir aussi, le ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, qui sera précédé par un rassemblement à 18h à l'angle de la rue de Balzac et de l'avenue des Champs-Élysées, justement pour une marche vers l'Arc de Triomphe. Demain, il va y avoir une divine liturgie en rite arménien célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Paris à 16h. Et presque en même temps, c'est la grande manifestation. Alors là, il faut vraiment qu'on soit tous présents, même si on a été aujourd'hui samedi, demain dimanche, 2 heures avant ce rassemblement dans nos villes respectives, devant des stèles, des Khachkars, il faut quand même y être parce que on le sent, le Ralapar a besoin de nous. Il ne s'agit pas cette année que de commémoration du génocide, le Ralapar a besoin de nous et pour qu'on soit aux côtés du Ralapar, d'abord il faut qu'on soit ensemble, nombreux, pendant ces commémorations. Je veux rappeler les différentes manifestations en région parisienne. À Livry-Gargan, aujourd'hui à 15h samedi, donc rassemblement devant la stèle du souvenir dans le parc Lefebvre. À Antony, et nous aurons probablement le plaisir d'avoir Monsieur Devedjian avec nous, probablement tout à l'heure en ligne. En tout cas, c'est maintenant que ça se passe à Antony, devant le Khachkar du parc Bourdeau. Nous avons évoqué Meudon tout à l'heure, à 11h30, nous étions avec Hervé Marseille par téléphone. À Clamart, nous devrions avoir un représentant de la mairie et qu'on doit peut-être avoir dans quelques secondes en ligne avec nous. Donc c'était ce matin aussi, samedi 23, et nous sommes avec Serge Caillan, adjoint au maire de Clamart. Monsieur Caillan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, nous faisions la liste et ces commémorations aujourd'hui. Est-ce que c'est terminé à Clamart pour vous, la commémoration? Alors, on vient de terminer la cérémonie à l'instant. Alors, 2 mots sur la mobilisation et l'ambiance, les sentiments partagés par les présents. Alors, l'ambiance, c'est une ambiance de recueillement, une ambiance d'inquiétude eu égard aux événements graves au Haut-Karabakh, et une ambiance de mobilisation de toute la communauté arménienne de Clamart. Est-ce qu'il y a eu, certainement il y a eu des prises de parole, mais qui a pris la parole? Et si vous pouvez nous dire en 2 mots l'essentiel le condensé de ces prises de parole. Alors on pris la parole au nom du CCAF Mourad Papazian, au nom de la République du Haut-Karabakh, son représentant en France, Ovannes Kevorkian,
et au nom de son Excellence l'ambassadeur d'Arménie en France, le colonel Markarian. Je dirais en 2 mots le même message, un message de recueillement, mais aussi un message de très grande inquiétude. Et au nom de la municipalité de Clamart. C'est moi-même. C'est vous-même. Moi-même qui ai pris la parole au nom de la municipalité de Clamart. Vous nous disiez par rapport. Le ton du message général est assez synthétique. C'est un message effectivement de grande inquiétude face à l'escalade au Haut-Karabakh. Ce qui est ressorti des différentes interventions, c'est une grande inquiétude face, je dirais, au surarmement de l'Azerbaïdjan, qui a une volonté guerrière, et un message unanime d'appeler la communauté internationale, en particulier la France, l'Europe, les États-Unis, à taper du poing sur la table pour que ces événements cessent. Mais un message de très grande inquiétude. Alors, les Arméniens et les habitants de Clamart étaient ce matin donc à Clamart devant le monument du 24 avril, mais il faut être très nombreux aussi pour se mobiliser demain pour le grand rassemblement devant la statue Komitas. C'est exactement le sens, je dirais, de notre mobilisation. Il y a effectivement des manifestations locales à Clamart. Là, je vais me rendre à Meudon dans quelques instants. Demain, ici les Molinos, pour la région parisienne, une partie qui nous concerne. Mais la mobilisation va être également très forte demain parce que il faut que tous les Arméniens soient mobilisés pour se recueillir en mémoire des victimes du génocide, mais aussi pour montrer à l'opinion publique et en particulier à l'Azerbaïdjan que les Arméniens sont debout, sont mobilisés, n'oublient pas, sont combatifs, et que l'Azerbaïdjan doit extrêmement faire attention à ne pas rentrer dans une escalade parce qu'ils sont regardés par le monde entier. Et nous avons souhaité à Clamart faire un appel à la mobilisation générale de toute la communauté pour qu'ils soient présents demain. Merci Serge Kayan pour votre participation. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Clamart. Je poursuis avec la liste des villes où des commémorations ont lieu aujourd'hui et plutôt à partir de maintenant, donc demain, au Rincy, donc dimanche 24 avril à midi, dépôt de gerbes à l'école de Brotsasser. À Sevran, toujours demain, dimanche à 9h50, rassemblement devant le Khachkar, parc Badier. À Issy-les-Moulineaux, donc c'est avenue de Livry. À Issy-les-Moulineaux, demain dimanche à midi, cérémonie devant le monument de l'amitié franco-arménienne, 45 rue de la Défense. À Alfortville, dimanche 24 avril à 12h45, dépôt de gerbes et prise de parole devant le Khachkar, place Ashtarak. À Chaville, toujours dimanche 24 avril à 12h30, rassemblement devant l'église arménienne, puis cérémonie devant le monument arménien. Je sais que dans ma liste manquent les cérémonies qui auront lieu, 4 cérémonies dans la région Arnouville, Gonesse, mais vous allez pouvoir, en vous renseignant, même s'il y a sur ma liste des endroits, des commémorations, des villes que je n'ai pas pu citer, dont on n'a pas peut-être eu l'information, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur place localement pour demander à vos amis, à la municipalité ou aux associations arméniennes s'il y a des commémorations locales. Mais en tout cas, rappelons la grande manifestation, le grand rassemblement à 15h30 devant la statue de Komitas pour commencer une marche, la marche de la justice, jusqu'à la représentation de la Turquie sur les Champs-Élysées. Nous allons terminer cette émission avec la rediffusion des prises de parole à la mairie de Paris vendredi, hier. Cette cérémonie, on l'a souvent dit, est devenue désormais traditionnelle, initiée par Bertrand Delanoë, et aujourd'hui Anne Hidalgo reprend le flambeau pour inviter la communauté arménienne de Paris à se réunir dans cette belle salle de l'hôtel de ville de Paris, où elle s'engage à chaque fois pour évoquer la justice que mérite
félicite le peuple arménien et elle demande aussi à la Turquie de faire son travail de mémoire. Des prises de parole ont eu lieu, celle d'Anne Hidalgo, bien entendu, celle d'Arat Touranian et de Moulad Papazian, co-président du CCF, et celle de l'ambassadeur d'Arménie en France, Viken Chitetian, que nous vous retransmettrons à l'instant même. Pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous vendredi en direct depuis l'hôtel de ville, je veux rappeler que sur Love My Vod, vous avez la possibilité de télécharger le film Aurore sur le lac de Van ou Archaluis Vana Lichivra. C'est un film en arménien avec un sous-titrage en arménien occidental et sous-titrage français, un film d'Artak Ikitian. Et les bénéfices de ce film iront à l'armée du Rarapar. Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Ben Türkiye'nin kavgası. memnunsunuz yani. Türkiye'nin gide. Niçpeşçe gitme. Türkiye. Ուրեմն Թունինձի խապերես İnkinç mehkuni. Անհամ Չգիտեմ, չգիտել, որ ես իր մեծ բաբային կնմանի Չուրսին թունեն, Համացած։ անոր ոտքը իմ տունս չլա Dede xelkët գլուխը ջողվ է։ Ցայնըտ Ինքի իմ հյուրս է։ Je vais t'expliquer. Ասոնք վերցուր, կորսվիսն է պոլիսին կուտաս։ Կգարցես ես խենթացել եմ Mais quoi? Je t'ai cru comme un imbécile. La question est à savoir. Qui est vraiment l'imbécile ici? T'es pas un imbécile, toi. T'es un idiot. Un dragueur idiot. Élise! Charles Papazian, le mot de la conclusion. Alors moi je crois que clairement la bonne dynamique aujourd'hui, c'est effectivement mobilisation pour le Rarabah. Et clairement, le combat aujourd'hui doit s'intensifier. Il faut quand même le rappeler, ce n'est pas un problème uniquement entre Arméniens et Azéris ou Arméniens et Turcs. On a la chance d'avoir en France notamment des députés et des sénateurs qui s'engagent à nos côtés. Il faut rappeler tout de même le cercle d'amitié France-Rarabah sous l'impulsion de François Rocheblan et René Rouquet, qui ont activement travaillé, envoyé des lettres de protestation demandant des sanctions de la France à l'égard de l'Azerbaïdjan, qui ont mobilisé un certain nombre de parlementaires et d'élus locaux. Donc ça, ce ne sont pas des Arméniens. Notamment, le 7 avril, dans Le Monde, une tribune intitulée « L'OSCE doit réintégrer la République du Haut-Karabakh dans les négociations de la paix ». Et puis la tribune à l'initiative du CCF, dans Libération du 9 avril, intitulée « La France doit agir pour la paix au Haut-Karabakh » et qui s'est depuis transformée, il faut le rappeler à vos éditeurs, en pétition sur le site change.org. Donc, mobilisation pour cette centième commémoration, mobilisation pour le Haut-Karabakh. Merci Charles Papazian. Je rappelle que vous êtes le président du CDCA. Nous terminons cette émission avec les discours et je vous dis à la semaine prochaine et bonne mobilisation et soyons tous au rendez-vous, surtout demain à 15h30 devant la statue Komitas. Au revoir. Mes chers amis, cher Monsieur l'ambassadeur, cher coprésident, cher Mourad, cher Ara, mes chers adjoints présents et vous toutes et vous tous, membres de cette belle communauté franco-arménienne, je tiens à vous remercier d'être là à ce rendez-vous qui est un rendez-vous
de notre histoire collective, à ce rendez-vous auquel vous aimez être présents. Je veux saluer aussi les parlementaires qui accompagnent depuis longtemps les groupes d'amitié franco-arméniens et qui sont là ou qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Il y a un an, jour pour jour, nous étions ensemble à Erevan, aux côtés du président de la République. Certains d'entre nous ont eu l'honneur de faire ce déplacement avec lui pour nous recueillir, et ce fut un moment d'émotion immense que je n'oublierai jamais de ma vie. Je n'oublierai ce moment de recueillement en mémoire des victimes de ce génocide des Arméniens. Je n'oublierai jamais cette rencontre d'une communauté internationale, pas complète, mais présente pour ceux qui étaient là, très engagés, et je n'oublierai jamais ce souvenir que nous partageons en commun de cette commémoration du 100e anniversaire du génocide. Et puis, le soir même, nous nous retrouvions ensemble ici, et puis nous nous retrouvions au pied de la statue Komitas, et puis nous nous retrouvions aussi pour ce geste symbolique que nous n'avions jamais fait pour commémorer ce génocide et honorer toutes les victimes de ce génocide lorsque nous avons ensemble éteint la tour Eiffel. Ces gestes, ce sont des gestes d'amitié, ce sont des gestes forts, ce sont les gestes que nous devions faire, nous, Parisiens, moi en tant que maire de Paris, parce que je connais trop bien cette histoire qui nous lie, cette belle communauté arménienne qui, fuyant le génocide, a permis à ses enfants, à ceux qui ont pu survivre à ces massacres, a permis à ses enfants d'établir une vie faite dans l'honneur, dans la dignité, dans le respect de la mémoire. C'est ce que vous portez, c'est ce que vos parents, vos grands-parents vous ont transmis. Et cette histoire est une histoire magnifique, totalement liée à l'histoire de la République française et bien sûr à l'histoire de sa capitale ici à Paris. Cette histoire, c'est celle que chacune et chacun d'entre vous porte, des grands-parents, des parents qui, pour certains, n'arrivaient pas à mettre les mots sur ce qu'ils avaient vécu et sur ce qu'avaient vécu leurs propres parents, parce que lorsqu'on parle d'un génocide, la parole semble tellement faible par rapport à l'horreur de ce qui se passe, que les mots ont été souvent difficiles à trouver pour les générations qui étaient les premiers témoins, les témoins vivants de ce génocide. Mais vos parents, vos grands-parents vous ont transmis d'abord cette volonté de faire vivre une culture, une histoire, de la transmettre, d'expliquer ce qu'est le peuple arménien, ce qu'il a subi et pourquoi il a subi ce génocide. Et puis, ils vous ont donné aussi ce goût du travail, ce goût de l'effort, ce goût de la vie construite dans l'honnêteté. Et souvent, quand on en parle ensemble, quand on raconte nos histoires respectives, il y a toujours ce point commun de parents qui ont voulu que leurs enfants accèdent à l'éducation, s'intègrent pleinement. D'ailleurs, ce thème n'était même pas en débat, mais portent aussi tout de leurs racines et de leur histoire. Et je trouve que le peuple arménien, cette belle diaspora arménienne, a su transmettre ces valeurs, cette culture et aussi cette volonté d'intégration et de se sentir pleinement dans cette République française, sur cette terre qui a accueilli en plein de lieux Marseille, mais aussi dans notre belle région parisienne. Je pense à toutes ces villes autour de Paris, qu'il s'agisse d'Issy-les-Moulineaux, de Clamart, de Maisons-Alfort, d'Alfortville et de Paris, qui ont accueilli une grande partie de cette diaspora arménienne. Moi, j'ai beaucoup appris quand j'étais enfant, je vous l'ai souvent raconté, je vivais dans une cité à Lyon, et les Espagnols, les Arméniens, les Portugais, voilà, on vivait tous ensemble et on se racontait nos histoires de diaspora qui n'avaient pas les mêmes origines. Et j'ai beaucoup appris
de cette belle communauté arménienne dans ce qu'elle transmet de valeurs. Maire de Paris, aujourd'hui, bien évidemment, et avant d'être maire de Paris, j'ai vu ce que la communauté arménienne avait donné aussi à notre ville, ce qu'elle avait porté comme culture, comme énergie, comme fermeté. Je trouve qu'il y a dans ce que vous portez, qu'il s'agisse de Monsieur l'ambassadeur et qu'il s'agisse des présidents de vos associations, vous portez aussi cette fermeté, de l'amabilité, mais de la fermeté. Parce que, vous le savez, on ne peut pas transiger avec ces valeurs et que l'histoire, le travail de mémoire que vous portez, que vous avez porté, qu'on a pu porter ensemble aussi avec cette magnifique exposition qui a reçu des milliers de visiteurs ici à l'Hôtel de Ville pour mieux comprendre les ressorts de ce génocide. Vous savez qu'on ne peut pas transiger avec l'histoire. Votre combat, vous l'avez porté d'abord pour condamner, d'abord faire reconnaître ce mot de génocide qui était refusé et qui l'est encore aujourd'hui par certains à l'échelle internationale. Mais vous avez fait en sorte que ici, dans ce pays, dans cette France qui est tellement façonnée aussi par cette culture arménienne, que nous fassions nôtre, nous, le peuple français, que nous sommes tous ensemble, que nous fassions nôtre cette reconnaissance du génocide des Arméniens. Et c'est chose faite dans la loi. Il y a encore du travail pour l'autre élément du combat sur lequel je vous soutiens sans aucune faille, sans aucune faiblesse, la condamnation du négationnisme, parce que vous le savez et on le sait, reconnaître le génocide et condamner sa négation. Ce sont deux éléments absolument indispensables que nous devons tous à la mémoire des victimes. Et ce combat, nous le portons ensemble. Il doit encore avoir certains succès, je l'espère, ensemble. En tous les cas, la fermeté, la détermination qui est la vôtre, qui rejoint aussi la fermeté et la détermination d'une grande partie de la classe politique française, eh bien, nous permettront de vaincre et d'obtenir aussi cette condamnation du négationnisme. C'est extrêmement important parce que, on le sait tous, il ne s'agit pas d'aller avec hostilité faire comprendre qui doit être coupable. Non, les choses sont là, les faits historiques sont là, et il vaut mieux reconnaître toujours l'histoire et les faits que de s'obstiner à ne pas le reconnaître, parce que on ne se construit pas sans reconnaissance de l'histoire. La falsification de l'histoire ou sa négation ne permettent à personne de se grandir. C'est aussi ce que nous portons ensemble et je veux vous assurer vraiment de mon soutien sans faille sur ce point-là. Mon soutien sans faille aussi pour être à vos côtés et dans la recherche. Ce n'est pas le rôle de la ville de Paris, mais bien sûr que ce qui se passe aujourd'hui dans le Haut-Karabakh, le rôle de la France, notamment dans le groupe de Minsk, pour aider à une résolution dans des conditions qui soient des conditions qui permettent de ne pas basculer dans une guerre. On a vu ce qui s'est passé ces derniers jours et oui, certains ont même parlé de guerre de 4 jours. Il faut là, oui, qu'une résolution de ce conflit puisse être trouvée et je peux vous assurer vraiment de mon soutien et de ma volonté aussi de faire en sorte que la France joue tout son rôle à vos côtés pour résoudre ce conflit. Et puis, il y a tout ce travail que nous faisons parce que ce travail de mémoire qui est le socle, qui est le ciment, c'est un travail pour les vivants. C'est un travail pour les vivants parce que chacun des vivants de cette diaspora arménienne porte en lui l'histoire de ses ancêtres et sa soif de vie. Sa soif de vie parce que ceux qui ont réussi à survivre à ce génocide ont survécu en se disant qu'ils voulaient donner naissance à des enfants qui puissent porter la vie, qui puissent continuer eux-mêmes à s'inscrire dans cette soif de vie. Cette soif de vie, c'est ce que nous faisons ensemble lorsque nous travaillons sur la façon de mieux aider l'Arménie. L'Arménie d'aujourd'hui
à pouvoir se développer, à pouvoir donner du travail à ses enfants, à pouvoir donner un espoir à celles et ceux qui y vivent. Et je suis très fière d'avoir été, et encore pendant toute cette année, avec Patrick Devedjian, dans cette belle synthèse aussi, ce beau rassemblement de toute la classe politique française que nous avons incarné avec Patrick, que je salue. Je ne sais pas s'il pouvait être là aujourd'hui, mais en tous les cas, je le salue. Et nous avons ensemble porté aussi cette opération permettant de récolter des dons pour permettre à l'Arménie de porter des projets. Je veux saluer également René Dzagoyan qui suit avec beaucoup d'attention, et tous ceux qui l'entourent ce fonds pour l'Arménie. Nous allons continuer à lever ces fonds, à être présents. Et puis, avec la ville d'Erevan, avec son maire, nous avons un partenariat. Il y a une réunion qui est prévue cette année d'ailleurs. Des équipes de la ville de Paris sont déjà allées à Erevan il y a quelques semaines pour travailler ensemble. Vous le savez, la question de l'économie, la question des start-up, la question de l'artisanat sont des questions qui sont très importantes pour pouvoir justement soutenir l'économie de Erevan et de l'Arménie. Et ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons ensemble. Et je me suis engagée, je n'ai pas pu le faire l'année dernière compte tenu des événements tragiques qui ont été aussi ceux de notre capitale, mais cette année nous allons, et retenir avec vous la meilleure date possible, faire ce voyage du Conseil de Paris, une délégation du Conseil de Paris qui se rendra également à Erevan. Voilà, mes chers amis, vous savez, en vous disant ces quelques mots, je veux simplement vous dire que vous êtes ici chez vous, que nous sommes ici des amis de cette belle communauté franco-arménienne et que nous continuerons à l'être. Moi, je crois à la fidélité, à la loyauté des engagements, la force des convictions, le pragmatisme aussi, parce qu'on sait s'adapter à tout ce qui arrive, mais la force des convictions est là, et cette maison qui est la vôtre sera toujours là pour vous soutenir, pour vous accueillir et pour construire avec vous. Je vous remercie. Monsieur Arat Oragnon. Madame la maire, chère Anne Hidalgo, mesdames et messieurs les élus, les représentants des cultes et des corps constitués, les représentants des associations, chers amis, cette cérémonie est traditionnellement consacrée à la commémoration du génocide de 1915, dont la communauté arménienne de Paris est issue. Mais personne, je pense, ne sera surpris que j'évoque en ces instants la question du Haut-Karabakh, qui n'est pas sans lien avec la problématique d'aujourd'hui et qui a fait, hélas, l'objet d'une actualité brûlante au début de ce mois. En effet, ce n'est pas sans tristesse, et je dirais même que c'est un crève-cœur, de voir que 100 ans après le génocide, des jeunes Arméniens de 18 ans sont obligés de risquer leur vie pour défendre le droit à l'existence de ce qu'il reste de leur peuple sur ces territoires ancestraux, une existence et des territoires qui se sont réduits comme peau de chagrin. 18 ans, c'est en principe l'âge d'une certaine insouciance. Pour les plus mûrs, c'est celui où on oriente ses études, où l'on pose les jalons pour sa carrière professionnelle ou familiale. C'est l'âge où l'avenir est devant soi. Mais pour les Arméniens, ça demeure, 100 ans après le génocide, l'âge de la peur au ventre, face aux missiles qui explosent dans les tranchées boueuses, aux bombardements qui tuent, aux obus et aux éclats d'obus qui mutilent. Le 2 avril dernier, les forces turco-azerbaïdjanaises ont tenté un double assaut contre le Haut-Karabakh, déclenchant en effet ce qu'on a appelé, Madame la maire, la guerre des 4 jours. Le bilan s'est soldé par la mort d'au moins 92 Arméniens, selon les estimations les plus optimistes, auxquelles s'ajoutent des centaines de blessés. Mais même si ces jeunes ont tenu, même si ces jeunes ont résisté et ont repoussé ces attaques lancées avec un armement lourd, rien n'est bien sûr réglé.
ni pour le Haut-Karabakh, ni pour la sécurité de l'Arménie, ni pour la paix dans la région. Au début du conflit, la demande du Haut-Karabakh d'exercer son droit à l'autodétermination a déclenché, on s'en souvient, l'ire de la dictature azerbaïdjanaise qui s'est immédiatement traduite par une série de massacres. Andreï Sakharov, prix Nobel de la paix, avait alors déclaré que pour l'Azerbaïdjan, la question du Haut-Karabakh est une question d'ambition nationale et que pour les Arméniens du Karabakh, c'est une question de vie ou de mort. Ce résumé de la situation est plus que jamais d'actualité. 100 ans après le génocide que nous commémorons, le droit des Arméniens à l'existence sur leur terre est toujours menacé. Et comment pourrait-il en être autrement dès lors que le cynique traité de Lausanne a délivré aux responsables de l'entreprise d'extermination un solde de tout compte, permettant ainsi l'installation d'une culture de l'impunité, doublée de ce fameux négationnisme d'État sur lequel ces responsables se sont structurés. Et je ne parle pas, mes chers amis, des aberrations actuelles, celles qui conduisent des dirigeants de l'Europe à confier carrément les clés de l'Europe à la Turquie d'Erdogan, de lui confier la garde de ses frontières et d'ouvrir l'espace Schengen à ses 80 millions de ressortissants dans un troc honteux entre réfugiés de deuxième classe, traités comme du bétail, et de pseudo-touristes de première classe d'un État dont on connaît les positions pour le moins ambiguës avec les organisations djihadistes. Alors oui, si des conscrits arméniens se voient de nos jours obligés d'exposer leur vie pour protéger celle des leurs, c'est peut-être justement parce que ce génocide n'a pas eu de Nuremberg, que carte blanche a ainsi été donnée à la barbarie, et que d'une manière générale, l'esprit de Munich continue de marquer de son empreinte les relations internationales. Ce sont les conséquences de ce déni de justice et de ces lâchetés successives que des jeunes Arméniens payent encore aujourd'hui de leur vie. Et quand nous demandons une loi contre le négationnisme de ce génocide, c'est bien sûr pour nous protéger, nous, ici et maintenant, contre ce fléau, mais c'est aussi, pourquoi le cacher, pour pallier ces carences politico-juridiques dont les effets ne s'arrêtent pas à l'entité arménienne, mais qui risquent même de se répercuter jusque sur la sécurité de nos sociétés, car évidemment, tout est lié. La République du Haut-Karabakh est aujourd'hui un verrou stratégique. Elle l'est d'un point de vue civilisationnel. Je le dis sans fausse pudeur aucune. Et politique, en tant qu'incarnation du droit à la différence et de celui à l'autodétermination, lesquels constituent respectivement la pierre angulaire de la démocratie et de la législation internationale. Des droits que la communauté internationale a défendus par la force des armes en mars 1999 pour le Kosovo, pourtant alors légalement reconnu comme appartenant à la République fédérale de l'ex-Yougoslavie. Des droits sur lesquels se sont créés une très grande partie des États qui forment l'Organisation des Nations Unies. La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, c'est la protection de la minorité, disait Albert Camus. Des valeurs dont nous savons qu'elles sont âprement promues en ces murs, à la mairie de Paris, et dont vous me permettrez de dire que les jeunes soldats de la République du Haut-Karabakh sont aujourd'hui les héros. Merci. Monsieur Mourad Papazian. Madame la maire, chère Anne Hidalgo, Monsieur l'ambassadeur d'Arménie, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs, comme le signalait Arat Oranian à l'instant, il y a 3 semaines, jour pour jour, dans la nuit du 1er au 2 avril, nous avons cru que tout allait basculer. Lorsque l'armée de l'Azerbaïdjan a lancé une offensive spectaculaire sur le Karabakh,
à grand renfort de blindés, d'hélicoptères de combat, de drones kamikazes. Le président azerbaïdjanais mettait ses menaces à exécution en ciblant les villages, les civils, en faisant massacrer des femmes et des vieillards. Le retour de la barbarie. La guerre qui recommençait après 22 ans de cessez-le-feu violé entre 5 000 et 10 000 fois par an par l'Azerbaïdjan. Le cauchemar. Il aura fallu l'esprit de résistance de l'armée du Karabakh, des centaines de volontaires qui se sont joints aux soldats pour s'en sortir, pour repousser l'armée azérie. Un miracle. Un miracle compte tenu du rapport de force inégal, puisque, comme vous le savez désormais, le budget de l'armée de l'Azerbaïdjan équivaut au budget total de la République d'Arménie. Un miracle, puisque l'armée azérie a voulu faire une démonstration de force militaire. Mais pourquoi l'Azerbaïdjan se surarme-t-elle autant? Pourquoi viole-t-elle le cessez-le-feu tous les jours? Pourquoi a-t-elle lancé cette offensive meurtrière? Pourquoi refuse-t-elle toujours tout plan de paix? Pourquoi l'Azerbaïdjan s'obstine-t-elle à vouloir prendre le Karabakh, un territoire arménien qui a été attribué à l'Azerbaïdjan par la seule volonté de Staline en 1923, le plus grand criminel, le plus grand assassin que le monde ait pu connaître avec Hitler, Talat et d'autres de sinistre mémoire. Pourquoi l'Azerbaïdjan, qui organise son lobbying dans le monde entier, mais également en France, n'est pas confronté aux condamnations internationales qui s'imposent? Pourquoi, dans ce contexte de guerre avec les Arméniens du Karabakh, alors que la communauté internationale tente d'organiser la paix dans cette région, pourquoi certains États participent au surarmement de l'Azerbaïdjan, dont le seul conflit aujourd'hui est avec les Arméniens? Pourquoi? Pourquoi la Russie vend-elle des armes à l'Azerbaïdjan? Pourquoi les États-Unis vendent-ils des armes à l'Azerbaïdjan? Pourquoi la France a-t-elle récemment vendu un satellite d'observation militaire, et on me dit même un deuxième récemment? Pourquoi Israël vend des armes à l'Azerbaïdjan? Pourquoi la Turquie vend des armes à l'Azerbaïdjan? Pourquoi l'Afrique du Sud, le Pakistan, la Biélorussie, l'Ukraine, la Géorgie vendent-ils des armes à l'Azerbaïdjan? Pourquoi? Pourquoi la communauté internationale, qui depuis 22 ans s'est engagée dans la préparation d'un processus de paix au Karabakh, pourquoi cette communauté internationale permet-elle à l'Azerbaïdjan de mieux préparer la guerre contre les Arméniens? Pourquoi les coprésidents du groupe de Minsk, la France, les États-Unis, la Russie, pourtant en charge d'imposer la paix, participent en fait à la préparation de la guerre? Pourquoi le groupe de Minsk n'impose pas un contrôle électronique des frontières? Nous savons parfaitement ce qui se prépare. Mais ce que nous savons aussi, c'est que dans le monde entier, et en France, et à Paris, et dans cette salle, nous sommes tous derrière le Karabakh. Oui, nous sommes tous avec les Arméniens du Karabakh. Nous sommes tous aux côtés de l'armée du Karabakh, qui est une armée de résistance, une armée de libération, une armée qui est là pour défendre les populations civiles contre les agressions militaires de l'Azerbaïdjan. Et tous les Arméniens du monde sont aux côtés du Karabakh. Les Arméniens du Karabakh ne sont pas 150 000, ils sont 10 millions, car dans le monde entier, nous sommes tous des Karabakhis. Le Karabakh, c'est la prunelle de nos yeux. Et pour le Karabakh, nous sommes capables d'aller au bout, y compris de remettre en cause certaines amitiés politiques, y compris les plus anciennes, si nous nous sentons trahis. Alors, c'est vrai que dans ce contexte,
nous ne pouvons plus accepter les injustices. J'ajouterais même que nous ne pouvons plus supporter les injustices, car là, au Haut-Karabakh, c'est une question de vie ou de mort, d'un peuple, de femmes, d'hommes, de vieillards, d'enfants, qui n'aspirent qu'à vivre en paix chez eux alors qu'ils vivent avec une épée de Damoclès sur la tête. J'ai vu ces enfants, cette belle jeunesse du Haut-Karabakh, sur place à Stepanakert. Ils veulent vivre libres, heureux, en paix, sur leurs terres ancestrales, indépendants ou rattachés à l'Arménie, mais jamais plus sous souveraineté de l'Azerbaïdjan, jamais plus. Et je suis certain que Jean-Marc Germain, ici présent, député des Hauts-de-Seine, qui s'est rendu sur place, a pu faire le même constat. Et je veux le dire ici, Madame la maire, dans cette maison de tous les Parisiens, nous ne pouvons l'accepter. Et je sais que dans cette salle, personne ne peut l'accepter. Et je sais que dans votre fort intérieur, Madame la maire, vous non plus. Et j'ai envie de dire, surtout pas vous. Vous qui faites de la politique autrement, vous qui êtes une grande voix dans la République, maire de Paris, la ville-monde, avec votre envergure et votre tempérament, avec votre fidélité aux idéaux qui vous ont permis de vous construire, Madame la maire, ne changez pas. Continuez à respecter vos amis, continuez à respecter vos engagements, car un engagement est un engagement. Même s'il faut déplacer des montagnes pour le respecter, alors déplaçons des montagnes. Même s'il faut contourner la raison d'État, alors contournons la raison d'État. La parole donnée doit retrouver tout son sens si l'on veut réconcilier la politique et le citoyen. Même si, vous l'aurez constaté, mon propos d'aujourd'hui est centré sur le Haut-Karabakh, nous n'avons évidemment pas lâché la loi de pénalisation de la négation du génocide arménien, puisque c'est un engagement du président de la République. Il n'aura échappé à personne qu'il lui reste peu de temps pour le tenir. Nous suivons avec la plus grande attention le chantage exercé par la Turquie à l'encontre de l'Union européenne, évoqué par mon complice Arat Oranian. Et permettez-moi de m'étonner de la manière dont de grands États courbent l'échine devant l'autoritarisme d'Erdogan, qui est devenu une caricature sans que personne ne réagisse. Et c'est parce que de grands États européens que nous connaissons bien courbent l'échine devant Erdogan qu'il ne les respectera jamais. Nous dénonçons ce chantage et nous appelons au sursaut. Et nous voulons le réaffirmer avec force, nous nous mobiliserons encore et toujours contre l'entrée de cette Turquie dans l'Union européenne. Je ne veux pas évoquer dans mon propos le Centre de mémoire et de civilisation, car je sais que vous tiendrez votre engagement. Je veux terminer mon propos en continuant à le consacrer sur le Haut-Karabakh, parce que malheureusement, j'ai la conviction que le pire est à venir. Et nous devons tous réagir avant qu'il ne soit trop tard. Il n'est pas tolérable de laisser l'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Paris diffuser sa propagande d'État digne de l'époque soviétique. Il aura fallu le forcer à accepter un face-à-face avec votre serviteur pour que les mensonges azéris soient dénoncés au grand jour. Il n'est pas acceptable de laisser Rachida Dati, sénatrice maire du 7e arrondissement, se faire le porte-parole et la lobbyiste zélée de l'Azerbaïdjan. Cette dictature condamnée
par toutes les organisations des droits de l'homme. Elle a publié une tribune dans le Figaro, alors que Libération a publié une tribune signée par 30 parlementaires en faveur de la paix au Haut-Karabakh. Le camp de la guerre contre le camp de la paix. Bizarre complaisance de certains médias français en faveur de l'Azerbaïdjan. Je ne veux pas faire de rapprochement ici entre les intérêts de l'actionnaire du Figaro et Rachida Dati et la politique d'armement de Bakou. Il ne faut pas laisser faire. Dénoncer l'inacceptable, c'est notre rôle à tous. Et je le sais, ensemble, tous ensemble, nous serons dans ce combat pour la vérité et la justice, pour la paix au Haut-Karabakh, pour l'autodétermination et l'indépendance de la République du Haut-Karabakh. Officiellement, c'est notre demande aujourd'hui, et je le dis, c'est notre demande à tous, et personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Son Excellence, Monsieur Vigen Chichetchian. Madame la maire, chère Madame Hidalgo, révérende Père, Mesdames et Messieurs les maires adjoints, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le député, Monsieur les coprésidents de CCAF, Mesdames et Messieurs les représentants de la municipalité, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Sireli Harinakitsner, chers amis, Madame la maire, je voudrais avant tout vous exprimer ma gratitude pour cette réception, qui d'une part sa place dans la continuité des réceptions des années précédentes en hommage aux victimes du génocide arménien, mais en même temps vient prendre une dimension exceptionnelle, car elle a la première après le 100e anniversaire du génocide. Exceptionnelle car elle vient illustrer une formidable réponse à tous ceux qui attendaient qu'après le centenaire, les combats pour les droits des peuples arméniens allaient s'étouffer. Exceptionnelle car elle démontre que le cœur de la France, Paris, continuera toujours à battre à l'unisson avec le cœur des Arméniens dans le monde entier. Vous étiez à Yerevan le 24 avril dernier, Madame la maire, et dans votre choix de votre première visite en Arménie comme maire de Paris ce jour-là, il a une valeur hautement symbolique. Tout comme dans votre décision historique d'attendre le tour Eiffel en signe solidarité avec le peuple arménien le jour où, pour la première fois dans son histoire, l'humanité commémorait la centenaire d'un génocide. Que vous en soyez cordialement remerciés. C'est élan de la solidarité avec l'Arménie et le peuple arménien, traduit en retour au niveau international vers les fondamentaux d'une coexistence pacifique des pays et peuples, vers les valeurs morales et spirituelles de l'humanité, vers une véritable prise de conscience du fait que l'ère de génocide n'appartient pas à un passé révolu et que la prévention de crimes contre l'humanité doit requérir l'attention constante du monde civilisé et concentrer tous ses efforts sans subordonner cette noble cause à aucun calcul géopolitique. Je le dis et je le répète, la mémoire humaine est sélective, nous dit-on. La mémoire humaine est courte, nous apprend la vieille sagesse. La mémoire humaine, peut-être, elle est courte et sélective, mais pas la mémoire de l'humanité. Car la mémoire de l'humanité garde dans ses classeurs infinis les noms de tous ceux qui l'ont rendu service en glorifiant le bien, ainsi que le nom de ceux qui se sont faits serviteurs du mal à travers des actes de crime contre l'humanité tout entière. La réception d'aujourd'hui, je la préçois comme un hymne à la bonté
Et j'en remercie très cordialement les organisateurs, la municipalité, les coprésidents et les membres du CCIF et des autres associations, tous ceux qui ont contribué à cette expression de devoir de la mémoire. Cette mémoire, l'humanité la transmet de génération en génération, préservant une profonde estime pour les uns et le mépris pour les autres. Quand s'en souvenir, ce n'est pas un simple acte de bonne volonté, c'est effectivement un devoir. Car oublier ce devoir d'ouvrir la porte pour la nouvelle atrocité dont nous sommes témoins aujourd'hui encore. Il y a quelques semaines, un très haut dirigeant turc a déclaré que les Kurdes coopéraient avec les Russes se comportent aujourd'hui comme les bandes arméniennes. Il y a 100 ans. Une telle déclaration en provenance de notre responsable d'État est un signal très fort à la communauté internationale. La responsabilité incombe en première lieu aux Arméniens que l'armée russe a provoqué contre nous. Ce ne sont plus les mots des premiers ministres de la Turquie actuelle, mais ceux de Talat Pacha, l'un des principaux organisateurs des génocides arméniens. Il est évident que durant ce centenaire, la pensée des élites turques n'a pas beaucoup évolué. Et c'est un deuxième signal très fort à la communauté internationale en termes de profondeur stratégique qui nourrissent la vision des dirigeants actuels de nos voisins. Mesdames, Messieurs, chers amis, comme il a été évoqué déjà, au cours de la nuit du 2 avril, la partie azérie a entrepris une provocation militaire planifiée à l'avance et sans précédent sur toute la ligne de contact avec les Haut-Karabakh, en menant les actions militaires massives et en employant l'ensemble des complexes de leur arsenal, véhicules blindés, artillerie lourde, l'aviation. Dès les premières heures d'hostilité, l'adversaire a également ciblé les civils. Des écoliers ont été tués et blessés dans les cours de l'école. Les personnes âgées ont été sauvagement assassinées dans leurs maisons. Et dès les premières heures de cette agression contre le Haut-Karabakh, aux côtés des autorités des pays co-présidents des groupes de Minsk, la France a envoyé un message clair pour arrêter les hostilités militaires à travers de déclarations de chefs d'État français, des organisations internationales, les chefs d'État, les chefs de diplomatie de nombreux pays. Bref, toute la communauté internationale s'est mobilisée afin de lancer les appels à la paix. Toute la communauté internationale, sauf un État, la Turquie. Il y a quelques jours encore, les autorités turques déclarent « Nous soutiendrons l'Azerbaïdjan jusqu'à bout » et que la Turquie sera aux côtés des frères azerbaïdjanais jusqu'à l'apocalypse. Et ça, c'est un troisième signal. Il faudra adresser à la communauté internationale jusqu'à l'apocalypse. Et l'expression terrifiante dans les bouches des dirigeants dont l'histoire des pays est une histoire est tracée de massacres. Massacre des Grecs, des Chypriotes, des Assyriens, des Chaldéens, des Kurdes, de toutes les majorités, que juste grâce à ces massacres sont devenus des minorités perpétuellement menacées de disparaître totalement. Ce qui pour le monde civilisé s'appelle massacre et génocide, des dirigeants de ces pays appellent donc apocalypse. Cet étrange langage, le peuple arménien le connaît malheureusement trop bien. Il est juste grand temps que la communauté internationale prenne pleinement conscience des tournures stylistiques utilisées par les autorités turques en faveur de leurs frères azéris et dangereuses pour tous les peuples de notre région, y compris, et peut-être les premièrement pour les peuples azéris et turcs qui vivent dans l'atmosphère de haine et dans le délire raciste de supériorité. Il est grand temps que tout cela s'arrête. Madame la maire, je vous remercie encore de toute votre action menée depuis les années, en signe de votre attitude cordiale et attentionnée à l'égard de Parisiens et Parisiennes d'origine arménienne, toujours aussi nombreux,
regroupés autour de vous à l'occasion de cette réception dédiée à la mémoire de leurs ancêtres, devenue désormais un rendez-vous annuel. L'année de centenaire, vous avez inauguré, Madame la maire, dans cette belle mairie, une exposition avec un titre éloquent. Paris accueille les mémorials des génocides d'Erevan. Depuis un moment, j'ai en tête une autre phrase par moins éloquente. Erevan accueillit la maire de Paris. Sachez, Madame la maire, que vous serez toujours bienvenue en Arménie, afin de développer le partenariat établi entre nos capitales et afin de connaître encore mieux sur place l'Arménie, où vous êtes considéré comme un grand ami. Je vous remercie. Carte sur table. Une émission proposée par Alp FM.